Il manque pas de culot, lui, décidément. Te rappeler après tout ce temps? En gros, il a pas du tout changé d'avis sur votre relation, mais il serait pas con que tu viennes réchauffer ses draps de temps en temps. Ça, c'est les mecs. Ils te laissent partir sans broncher, et 3 mois plus tard, ils se réveillent, et ils te rappellent... Tu vas pas le rappeler, rassure-moi. Ah non, non! Répète après moi. Olivier n'a pas changé. Ah, oui, hein, on voit que c'est pas toi qui dors avec ton chat depuis 127 nuits. J'ai compté. Eh ben ça, ma vieille, c'est parce que tu ne saisis pas les occasions quand elles se présentent. Excusez-moi. Voilà, je sais pas dans quel coin vous allez là, mais on pourrait peut-être partager un taxi. Enfin, j'aimerais bien vous raccompagner si vous... Non mais ça va pas, non? Détraqué. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui. Saisir les occasions, saisir les occasions. T'en as bonne, Rose. Quelles occasions? Hello tout le monde, on se retrouve pour ce nouveau vide-grenier. Je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo qui est autre que les calendriers de l'Avent. J'espère que vous en avez pas trop marre de me voir tous les jours, et en tout cas j'espère que vous êtes au rendez-vous. Avant de vous présenter les premiers items, je tiens à remercier Eva pour sa participation à ce court-métrage. J'espère qu'il vous aura plu. On y a passé assez de temps et c'était assez compliqué en plus à adapter, puisqu'il s'agit en fait d'une adaptation d'une planche de BD, au cas où si vous aviez pas remarqué. Cette BD c'est Joséphine de Pénélope Bagieux. Voilà, tout simplement, c'est une auteure en plus que j'adore, que je suis depuis ses tout débuts sur son blog BD qu'elle avait fait à l'époque, qui s'appelle Ma vie est tout à fait fascinante. Il est toujours dispo hein, si ça vous intéresse. Allez voir, en tout cas c'est très drôle et très réaliste puisque c'est sur sa vie à elle vraiment. Là cette fois-ci c'est sur un personnage qu'elle a inventé pour le magazine Femina, qui est tout aussi réaliste et très drôle, etc. Il y a eu d'ailleurs une adaptation cinéma hein, de cette BD, je ne les ai pas vues personnellement. Si vous les avez vues, bah vous me dites hein, si c'était bien. Moi de toute façon c'est pas trop l'histoire qui m'intéresse en soi, c'est vraiment le style de dessin et sa façon d'écrire, parce qu'il faut savoir qu'elle les a écrits de A à Z ces BD. C'est vraiment ces petits bébés hein. Je me rappelle d'ailleurs quand elle les a sortis, c'était au moment où elle faisait son blog BD, elle était très fière. Là en l'occurrence il s'agit du tome 2 et 3, il manque le 1 malheureusement, mais je ne désespère pas, je pense que je vais le trouver assez facilement. En ce qui concerne les prix, eh bien je vous les dirai à la fin puisqu'il s'agit d'un lot avec une 3e BD que je vous présente tout de suite. Il s'agit de la BD érotique imaginaire par l'auteur argentin Horacio Altuna. Elle raconte l'histoire en fait d'une espèce de télé-réalité qui devient trash et tout, et bah bien sûr avec beaucoup de cul hein, vu que c'est une BD érotique, et elle parle en fait des dérives de la télé avant justement l'ère de la télé-réalité, tout ça avec vous savez, Love Story, les anges et tout. Donc en fait cette BD elle raconte un peu ça en avance, du coup dans les années 80. L'auteur quant à lui n'est pas si célèbre que ça, en tout cas son nom ne me disait rien. Pourtant il a fait des planches dans le magazine Playboy, qui est un magazine quand même assez célèbre, mais c'est pas non plus mon genre de lecture. Il a aussi gagné le prix Yellow Kid en 86 pour cette BD, donc c'est un prix assez célèbre. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a de la BD érotique, moi j'entends, hein, je suis pas sourd. Tu présentes de la BD érotique, c'est moi la BD érotique. Ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il a gagné ce prix-là la même année que Paul Guillon. Tu vois, tu parles pas des trucs importants. Bah, hein. je sais pas qui c'est. Bah tu sais pas qui c'est Paul Guillon, c'est le mec qui a fait Les Naufragés du Temps, le space opéra trop cool, et qui a fait La Survivante, un truc de post-apo érotique et tout, et c'est un français. Bon, je présente des trucs parce que déjà tu me piques là, ah non j'aime pas. Tu me piques pas la BD érotique, hein. Non. Non, tu me piques pas la BD érotique, elle est à moi. Bon, du coup, je vais présenter des jeux, puisqu'il me reste que ça à présenter. Je vais commencer par God of War, Ghost of Sparta sur PSP. Alors, rappelez-vous, on avait rentré il n'y a pas si longtemps que ça le God of War 3 et le God of War Ascension en version Steelbook, qui est juste magnifique. Et l'histoire de cet opus PSP se situe entre l'épisode 1 et 2, un petit peu comme Ascension, justement. Sauf que là, c'est une version portable, c'est plutôt cool. Avec un scénario, je crois, un petit peu en dessous, pas terrible, mais en tout cas, un des plus beaux jeux de la PSP, il est réputé pour ça. Et puis, c'est un God of War portable, c'est toujours cool à avoir. Niveau gameplay, c'est pas mal parce qu'on alterne entre des phases de plateforme, des phases de combat, des phases de QTE, donc il y a un peu de tout, c'est plutôt pas mal, c'est assez dense, assez riche par contre, je vous ai dit le scénario un peu en dessous, mais le gameplay je pense qu'il rattrape les choses. On n'a toujours pas l'opus 1 et 2, il faut absolument qu'on le rentre, alors on sait qu'il existe une version HD collection, c'est celle-ci qu'il faudrait qu'on rentre en fait, pour pouvoir enfin faire les God of War, enfin commencer cette série qu'on n'a toujours pas commencé. Et ce God of War, on l'a acheté en lot sur un stand qui vendait tout autre chose, à savoir des DVD, et oui, c'est très rare qu'on achète des DVD parce qu'on est plus team Blu-ray, sauf que quand c'est des versions collector, et ben on hésite, et puis quand c'est des films comme ça, et ben forcément faut qu'on les prenne. Et oui, il s'agit de Planète Terreur en édition collector, le fameux film de Robert Rodriguez dont on vous a parlé dans l'avant-dernier Wusho par rapport à Spy Kids, un réalisateur qu'on a
adore. Moi, mon film préféré, c'est El Mariachi, qui est annoncé après les Desperados, qui était juste trop cool. Et Planète Terreur, c'était vraiment trop stylé. En plus, c'était un diptyque avec Boulevard de la Mort, ça s'appelait Grindhouse. Ils présentaient les deux films dans un cinéma, c'était trop cool pour le prix normal, en mode justement série B. C'est un film série B. Et le principe des diptyques, c'est un truc aussi très série B, de présenter plusieurs films un même soir à petit budget pour justement compenser les frais de la salle de cinéma. Je trouve ça super sympa de faire un truc en mode hommage. Alors pour vous pitcher un peu l'histoire, même si je vous l'ai dit, c'est de la série B, donc c'est pas forcément très intéressant. Il s'agit d'une espèce d'invasion de zombies qui ont été zombifiés à cause de produits chimiques suite à une transaction entre l'armée et une société pharmaceutique justement privée, un truc un peu glauque en mode américain, en mode critique du capitalisme. Ce qui est super sympa de toute façon, c'est les personnages qui sont juste plus caricaturaux les uns que les autres. On a le frère de Robert Rodriguez qui est juste trop cool, qui joue le héros. On a Rose McGowan qui finit avec une jambe en mode AK-47, c'est super stylé. Et on a notre Bruce Willis national qui joue un militaire qui est juste trop drôle. Alors cette édition collector est pas forcément ouf, on a un deuxième DVD avec quelques bonus mais c'est pas très riche. Je l'ai surtout pris pour l'avoir dans la collection, je ne l'avais pas. J'aurais préféré peut-être le rentrer en Blu-ray, mais en même temps le film est tellement moche, techniquement c'est un peu fait exprès, que le voir en DVD c'est presque logique. Faudrait presque le voir en cassette VHS, mais ils l'ont pas sorti, c'est dommage. Mais on l'a surtout pris pour le prix général justement. Les items étaient annoncés à 3 € pièce, le God of War et cet item, et on a négocié les deux pour 5 €. Ça fait 2,50 € la version collector de Planète Terreur, et 2,50 € un jeu de PSP hyper cool qu'il faut avoir dans sa collection, ça valait le coup. Bon du coup Sarah il m'a coupé en plein résumé et j'ai pas eu le temps de vous dire le prix du lot. C'était 10 € les BD et à la base ça faisait 12, je sais plus le prix de chaque BD, mais voilà, on a négocié un petit peu, on les a eu pour 10 € les trois. Et je continue avec un lot encore une fois, mais cette fois-ci un lot de jeux, parce que oui on adore les jeux vidéo sur cette chaîne. Deux jeux de Wii très cool avec le même thème en plus, donc ça tombe bien. Le premier étant Secret Files Tugunska. Il s'agit en fait d'un point and click tout simplement, donc le jeu est originalement sorti sur PC, c'est logique, les point and click c'est souvent sur PC. Vous incarnez Nina Kalankoff, un truc comme ça, qui en fait est une fille de chercheur qui disparaît mystérieusement alors qu'on devait retrouver son papou au musée d'histoire naturelle, et du coup comme la police ne fait rien, Nina part enquêter, ce qui va vous amener à voyager dans le monde entier, ce qui fait des décors différents à chaque fois, ce qui est plutôt pas mal, ça évite la monotonie du truc. En plus apparemment c'est assez joli à voir, donc pourquoi pas. Moi en plus dans le même genre j'avais adoré Runaway, j'espère que ce jeu peut arriver à sa cheville, même si c'est un peu difficile parce que Runaway l'histoire était vraiment cool et les personnages étaient très charismatiques. Là apparemment c'est son petit défaut, les personnages sont pas si attachants que ça, mais bon, on sait jamais. En plus, il y a un petit bonus dans ce jeu, il y a une touche magique qui s'appelle Snoop Key, qui permet d'afficher les objets avec lesquels on peut interagir, parce que oui, le principe du point and click, normalement, c'est de chercher vraiment partout, et que les objets ne se voient pas forcément du premier coup d'œil, mais si vous êtes bloqué, eh bien vous pouvez tricher, entre guillemets, pour pouvoir avancer. C'est ce que j'aurais bien aimé avoir dans les Chevaliers de Baphomet à l'époque, parce que quand je jouais, quand j'étais petite sur PC, là, ces jeux-là, je galérais sa mère, et du coup, j'étais bloquée tout le temps. Il est bien sûr complet avec un disque magnifique, et donc j'ai hâte de tester ce jeu, parce que j'adore les point and click. Et comme je vous ai dit, on reste dans le même thème avec le deuxième jeu du lot, puisqu'il s'agit d'Agatha Christie, les vacances d'Hercule Poirot. Et oui, quoi de mieux qu'adapter un roman d'Agatha Christie, la reine du roman policier, en jeu vidéo, c'est toujours trop bien. Il s'agit d'ailleurs du deuxième jeu adapté d'un roman d'Agatha Christie à être porté sur Wii, le premier étant 10 petits nègres que j'avais fait sur PC et qui était juste hyper bien. Là on n'incarne pas vraiment Hercule Poirot dans celui-ci, puisqu'en fait on fait son coéquipier avec qui il discute quelques mois après l'affaire et qui tente à son tour de résoudre l'affaire. Mais on fait quand même Hercule Poirot puisqu'on va dans les souvenirs d'Hercule Poirot et qu'en gros on peut revenir dans les... Non. Donc on me pique la BD érotique, on me pique Hercule Poirot. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui me reste? Il me reste rien. Voilà. Donc c'est bon, je prends encore la place, je prends le relais. Hercule Poirot, Agatha Christie, c'est mon truc. David Suchet, c'est mon truc. Allez, merci, au revoir. Descends de ton truc. C'est pas possible ça. C'est moi en plus qui ai choisi ces jeux de Wii. J'adore les jeux d'enquête. Ce qu'elle a pas dit, c'est que ça se passe sur une île, celui-ci en plus, et qu'on incarne encore une fois Hercule Poirot qui réunit tout le monde pour du coup découvrir qui est l'assassin. Lui, il l'a découvert depuis très longtemps, mais comme d'habitude, il aime bien jouer avec le nerf des personnes qui l'interrogent. J'adore Hercule Poirot, il est génial. Un jeu hyper cool forcément, très content de le rentrer à la collection. Les jeux Hercule Poirot, les jeux Sherlock Holmes, tous ces jeux-là, il faut les avoir, c'est très cool. Et les jeux Doctor Who aussi, mais ils sont anglais, ils sont plus rares. Ces deux jeux de Wii étaient annoncés à 3 € unité, ce qui est franchement raisonnable, c'est des titres qu'on voit pas souvent. On a négocié les deux pour 5 €, ce qui est encore mieux je trouve, c'est très bien, très content. Heureusement, elle va pas me piquer la musique, je la garde pour moi, et je vais vous dire un truc d'ailleurs. La semaine prochaine, je me fais un VG tout seul, avec de la musique et du cul, ça va être plus simple. On va passer à un vinyle que je suis extrêmement content d'avoir rentré, et je vais arrêter d'avoir cette voix un petit peu ridicule, je vais reprendre ma voix normale, c'est mieux. Un vinyle que je suis très content d'avoir rentré, puisqu'il s'agit de The Alan Parsons Project, Eye in the Sky, en version tirage limité, green, transparent. Et oui, une version vert transparente du vinyle, c'est hyper stylé. On adore avec Sansan les pressages de vinyle un petit peu limités, un petit peu exclusifs, et puis surtout super beau. Il est trop beau. C'est le premier vinyle vert translucide qu'on rentre dans la collection. En plus, il s'agit du super groupe The Alan Parsons Project que j'ai jamais pu vous présenter encore sur la chaîne. Il s'agit d'un groupe britannique ou plutôt écossais, si on veut être précis, qui ressemble un petit peu à du Supertramp. Je vous dis ça au cas où vous ne connaissiez pas du tout parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins connu que Supertramp. C'est un groupe qui a été fondé par Eric Woolfson et Alan Parsons, forcément d'où le nom
du groupe. Alors je dis groupe, mais c'est pas vraiment un groupe puisqu'il y a que ces deux musiciens-là qui sont des membres permanents. Tous les autres membres ont beaucoup bougé. Il y a plein d'autres groupes qui sont comme ça, hein, mais là, Alan Parsons, c'est assez particulier. C'est pas un musicien, c'est un ingénieur du son. Il est extrêmement célèbre en tant qu'ingénieur du son pour être vraiment en avance sur son temps. Il a encore un studio d'enregistrement aujourd'hui qui est super réputé. C'est l'ingénieur du son par exemple de l'album Abbey Road des Beatles, c'est pas n'importe quoi. Et puis The Dark Side of the Moon de Pink Floyd qui a longtemps été considéré comme le vinyle à mettre pour tester les enceintes, justement grâce au travail de Alan Parsons. Donc c'est quelqu'un de très important dans la musique. Je perds la moustache. C'est un groupe qui a énormément été inspiré par la littérature et en particulier la littérature de science-fiction. D'ailleurs mon album préféré du groupe c'est iRobot. Vous savez, comme le film, le truc tiré du roman de Asimov. Donc c'est super stylé. Ils font des trucs comme ça en référence à la science-fiction. Et dans la musique ça se ressent. Alors malheureusement pour eux c'est un groupe qui a pas eu beaucoup de succès dans leur pays d'origine, en Angleterre. Ils ont surtout connu leur succès en France et en Allemagne, une fois n'est pas coutume. D'ailleurs ce pressage est de 82 et le premier pressage de cet album est de 81 mais en Allemagne. Et j'ai envie de vous faire écouter un petit morceau de cet album, Silence and I. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, Sirius, le premier morceau instrumental de cet album, ça va plaire à Black Brocante et à Pilou. Eh bien il est utilisé par les Chicago Bulls, vous savez, pour faire leurs entrées sur le stade de basket. C'est super stylé. Imaginez Michael Jordan rentrer là-dessus. Bon, vous l'avez compris, je suis très content de rentrer un nouveau vinyle dans la collection, surtout un tirage limité. C'est pas le pressage d'origine, mais c'est un pressage qui est sorti un an après, donc ça en fait une très belle pièce qui rentre dans la collection. Pour le prix, en plus, je suis super content, j'ai pas eu à débourser grand chose, il était annoncé à 3 €, je l'ai négocié à 2, parce que la jaquette est un petit peu abîmée, et puis Alan Parsons Project, c'est la classe quand même. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est quand même l'arme du docteur d'enfer. Seuls les vrais savent. Je termine ce vide-grenier par un petit coup de fusil très intéressant, puisqu'il s'agit de 2 jeux très récents qu'on a eu pour 4 €. Et oui, c'est pas beaucoup quand même. Alors oui, je sais que je vais présenter un jeu que Sarah adore et qu'il a choisi, mais s'il te plaît, Sarah, n'est-ce pas les présenter ces jeux-là? Demandez gentiment comme ça, ok, hein, bon, d'accord, vas-y, présente tes jeux. Et oui, le premier jeu, c'est Farming Simulator 17, que Sarah adore. Qui ne connaît pas Farming Simulator? C'est un jeu cultissime de simulation de ferme, hein, d'où son nom. Il y en a d'autres comme ça, il y a Euro Truck Simulator aussi, vous conduisez des camions. Il y a Train Simulator aussi, vous conduisez des couscous. On est ici sur le 10e opus de cette série, et oui, ça fait beaucoup, hein, déjà, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Celui-ci a quand même refait une beauté à la licence, puisqu'il a ajouté déjà beaucoup plus de véhicules. Il y a un roster de 250 véhicules, c'est quand même pas mal. Et puis il a amélioré les graphismes, etc. Donc c'est beaucoup plus joli. C'est un jeu 100% sandbox, hein, donc ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Les gens ont du mal, certains, à partir de rien, parce que oui, vous commencez avec une ferme endettée, et le but c'est de vous enrichir en fait, et d'acheter les autres terrains et tout ça, et puis il y a 100 000 possibilités différentes. Donc forcément c'est un jeu très chronophage, hein. Il faut s'accrocher, et franchement c'est pas si compliqué que ça, faut être un petit peu logique, c'est tout. Bon, le jeu est un peu plus réputé sur PC, puisqu'il y a des mods en fait qui existent, mais bon, sur console il fait carrément l'affaire aussi, et c'est intéressant de le rentrer dans la collection surtout, c'est toujours la classe d'avoir un Farming Simulator dans sa collection. Le deuxième jeu est aussi un titre cultissime puisqu'il s'agit d'un Lego, et pas les moindres, Lego Star Wars le réveil de la force. Je suis trop contente de le rentrer, j'adore les jeux Lego, même si à chaque fois j'ai peur qu'ils se ressemblent car il y en a énormément pour chaque licence. Vous savez, il y a les Lego Seigneur des Anneaux, les Lego Batman, etc. À force ça commence à se ressembler puisque le gameplay est toujours le même, sauf que celui-ci il est intéressant parce qu'il rajoute des grosses nouveautés, notamment des phases de TPS où du coup vous avez vraiment la vue rapprochée du personnage, parce que normalement les jeux Lego c'est très éloigné, et du coup c'est des phases de shoot, des phases d'action, et du coup ça fait un peu un Battlefront, vous voyez, c'est trop la classe. Et en plus il reprend l'histoire de A à Z, forcément du réveil de la force. C'est toujours sympa de se remémorer les grands moments de ce film cultissime du coup, hein, parce que c'est la nouvelle trilogie de Star Wars. Et en plus il rajoute des éléments d'histoire entre le retour du Jedi et celui-ci, et puis forcément ce qui est le mieux à faire avec les jeux Lego c'est de les faire à deux, parce que l'aventure est beaucoup plus drôle à deux. En plus vous piquez les pièces et tout, c'est toujours une source d'embrouille très marrante. Moi j'adore faire les jeux Lego exclusivement à deux, je trouve ça beaucoup plus intéressant, donc forcément celui-ci on peut le faire également à deux, hein. Sinon c'est la fin de la licence, moi je le dis. Alors je vais pas dire qu'ils sont complets et tout, parce que vous savez, hein, c'est le bordel, hein, pour les jeux Xbox, on sait jamais s'il y a vraiment une notice ou pas. En tout cas je vous l'ai dit, c'est 4 € les deux jeux, donc 2 € le jeu, hyper culte comme ça, que ce soit Farming Simulator ou Lego Star Wars. On termine en beauté. Et c'est tout pour ce vide-grenier, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien laissez un petit pouce bleu, voilà, comme ça nous fera plaisir. On se retrouve tout à l'heure du coup pour le calendrier de l'Avent. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt.